Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue Autrement dit. Pour ceux qui ont écouté les podcasts 34 et 35, vous pouvez faire avancer d'1 minute si vous n'aimez pas les rappels. Pour les autres, voici une mise en contexte de cet épisode. L'histoire débute avec un engagement de la PFFQ à réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation auprès des producteurs et productrices de fraises et framboises du Québec pour les aider à optimiser la gestion de l'eau. Cet engagement-là a été pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'agriculture durable du MAPAC. C'est à ce moment-là que l'équipe de recherche en gestion de l'eau en production végétale de l'IRDA entre en jeu et un projet a été proposé au MAPAC. Ce projet a 4 objectifs principaux qui sont, premièrement, réaliser un diagnostic global de la gestion de l'eau sur 12 entreprises, ça c'est fait. Deuxièmement, proposer des correctifs pour améliorer la gestion de l'eau des entreprises suivies, ça c'est fait aussi. Tout comme accompagner les entreprises à l'intégration des correctifs durant une saison de production, ça c'est fait. Donc, mission accomplie pour les 3 premiers objectifs avec les 12 entreprises qui ont participé au projet. Maintenant, il faut en faire profiter les autres, et un 4e objectif était de mettre en place un modèle propice au transfert. Pour ce faire, il y a eu des vidéos, des vitrines ou des webtrines, des fiches synthèses, des conférences et bien sûr des podcasts. D'ailleurs, le projet a fait l'objet d'un premier podcast qui a été publié le 3 avril 2023. C'est l'épisode numéro 3. Ce podcast-ci propose de revisiter les observations qui découlent des diagnostics faits chez les entreprises et les correctifs qui ont été proposés pour améliorer la gestion de l'eau. Donc, avant d'aller plus loin, Carl t'a demandé de nous expliquer en quoi consiste un diagnostic global de la gestion de l'eau. Je souhaiterais savoir comment tu vas. Bonjour Félix, ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Et pour nos 2 autres complices, Daniel Bergeron et Jérémy Vallée de l'IRDA, comment ça va? Ça va très bien, Félix. Pareillement aussi, bonjour messieurs. Génial. Donc, Carl, on serait rendu au moment, maintenant qu'on sait comment tout le monde va, de nous parler du diagnostic global. Félix, pour appeler ça un diagnostic global de la gestion de l'eau, il faut avoir comme objectif d'analyser chacune des utilisations de l'eau sur une entreprise et de voir si et comment cette utilisation-là peut être améliorée. Il faut aussi avoir l'ensemble du tableau parce que il y a beaucoup de vases communicants là, dans tout ça. Un exemple qui me vient en tête, c'est une chose d'avoir une consigne d'irrigation qui permet d'intervenir au bon moment selon l'objectif poursuivi. Mais il faut aussi que le système d'irrigation soit performant, sinon ça peut tout gâcher. Comme tu l'as dit, Félix, c'est le concept de l'épisode d'aujourd'hui d'aller revisiter les observations et les correctifs qui découlent de ces diagnostics. Ces correctifs peuvent aussi être présentés comme des bonnes pratiques de gestion de l'eau ou les BPGE. D'accord, j'ai justement avec moi la liste des observations qui sont les résultats des diagnostics réalisés et aussi des correctifs qui ont été proposés aux entreprises. Je vous propose donc, messieurs, de passer au travers de cette liste et de nous expliquer le contexte des points soulevés. Bon, fait que si on commence par la première observation, il n'y avait pas d'outil d'aide à la décision de type tensiomètre. En fait, pour ajouter un petit peu, c'est sûr que ça nous a quand même surpris au fil. Pendant qu'on faisait le diagnostic, on constatait que certaines entreprises n'utilisaient pas d'outils d'aide à la décision pour optimiser leur régie d'irrigation. Ça, c'est sûr que il y a des implications justement à pas utiliser ces outils-là. On va en parler tantôt. Mais à prime abord, ça nous a quand même surpris de constater cet élément-là. Il y avait plusieurs entreprises qui les utilisaient pas. Puis en regardant ensuite la régie des entreprises qui utilisaient pas d'outils, mais on a vu qu'il y avait des points d'amélioration. Tu sais, on peut pas dire nécessairement que quand on utilise des outils, on va avoir une régie parfaite, mais c'est quand même déjà un bon début d'utiliser des outils pour nous aider à baser nos réflexions. Fait que c'est sûr que d'avoir une proposition comme de commencer à utiliser, ou des fois c'était que les gens avaient ces outils-là mais avaient un peu délaissé l'utilisation parce que on s'entend que c'est pas toujours facile, mais
je pense que le gain de bien utiliser ces outils-là, il existe, il est là. Puis ceux qui ont un peu en tête qu'il y a un gain d'investir du temps, il y a un gain d'investir de l'argent là-dedans, parce que oui, c'est impliquant pour quelqu'un, mais une fois que la personne se rend compte des bénéfices que ça procure, tant en termes de consommation d'eau qu'en termes de rendement agricole, là, on essaie d'être productif aujourd'hui. Donc c'était quand même comment dire, on a été un peu subjugué de voir que même encore aujourd'hui, dans une production comme la fraise, dans un contexte là de culture plastifiée où on a de l'irrigation, des précipitations, comment on fait pour réussir de faire une bonne gestion de l'irrigation sans outils? C'est encore quelque chose que je comprends pas tout à fait. Ouais, ben moi ça m'a surpris aussi parce que on sait pas ce qui se passe sur le pays, là, entre exact. autres. On surestime, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait comme observation, on surestime beaucoup l'efficacité de la pluie. Alors, si on n'a pas d'outils qui nous indiquent l'état de la situation au moment donné, ben, je sais pas, c'est surprenant. Il y avait une réflexion qu'un producteur avait soulevée lors de ces entrevues-là. Il disait, là, aujourd'hui, on a des systèmes de production, on est dans un contexte où on doit maintenir une bonne productivité pour être capable d'arriver en affaires, tu sais. Puis ce producteur-là voyait les outils d'aide à la décision comme, regarde, c'est un outil qui me permet justement d'atteindre cette rentabilité-là, d'être productif. Parce que aujourd'hui, faire de l'agriculture, ça coûte énormément cher. Tu sais, le prix des terres est là, c'est très dispendieux, les intrants ont augmenté, fait que on va aller essayer d'économiser sur un élément ou un point qui peut avoir tant d'implications. Je me dis que c'est un risque de pas utiliser ces outils-là qui sont à notre disposition, là. Ouais, je le pense aussi. Peut-être que dans plusieurs cas, les gens qui ont essayé, c'était des tensiomètres là, sans transmission de données, là. C'est certain que si vous avez un appareil qui est là au champ, moi je l'ai vécu, les gens ont pas le réflexe d'aller voir la mesure qui est là. S'ils vont à tous les 2 jours, ben là, vous avez un chiffre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'évolution? Parce qu'une tension, une valeur donnée, à un moment donné, c'est une chose. Mais c'est de voir l'évolution au fil des jours, au fil des heures même. Puis lorsqu'on irrigue, qu'est-ce qui se passe dans le champ? C'est certain que si on a des bons vieux tensiomètres, puis c'est quand même des outils intéressants, là, mais qui sont peut-être pas trop accessibles dans le champ. C'est un point relatif à ça. Moi, je m'en souviens, les premières années qu'on travaillait avec ça, ben, je m'étais aperçu, moi, que fallait le mettre près du chemin de ferme. Parce que si le producteur est obligé d'enjamber une dizaine de rangs pour aller voir, ben là, oubliez ça, là. Il n'y avait pas le réflexe d'aller voir du tout, là. Fait qu'il fallait l'installer proche du chemin pour qu'il puisse y aller au moins plus fréquemment, là. Mais je pense que c'est quand vous goûtez à des outils avec des transmissions sans fil de données, c'est peut-être une façon peut-être plus facile d'intégrer ces outils-là à la ferme, là. On a vu aussi une réalité dans ces entreprises-là, c'est que, bon, certaines entreprises utilisaient des tensiomètres manuels, mais ça demande quand même d'être constamment au champ ou, tu sais, d'aller voir le tensiomètre 1, 2, 3 fois par jour pour aller constater ou d'essayer d'analyser un peu l'évolution de cette tension-là que tu parles, tu sais. Puis moi, je sais pas, mais ce qu'on a vu, c'est que les tensiomètres plus manuels, on les voyait plus chez les petites entreprises avec des plus petites superficies, tu sais, puis les tensiomètres avec où est-ce que les tensiomètres connectés, on les voyait plus dans les plus grandes entreprises. Puis on nous l'a mentionné aussi que le tensiomètre, tu sais, économiquement, ça peut être un frein pour une petite entreprise d'investir dans ce genre d'outils-là, tu sais. Fait que je pense que les producteurs sont aussi conscients que si ils vont vers des outils qui sont plutôt manuels, ben ils vont devoir compenser par d'investir plus de temps pour avoir un outil qui va être qui peut être aussi performant, mais qui va demander beaucoup plus d'investissement de temps, là. Puis le temps, c'est le nerf de la guerre aussi. Et moi, j'ajouterais pour l'aspect économique, Jérémy, dans les dernières années, il y a quand même le programme, le Primevert, qui peut réduire un peu ce frein-là à l'adoption, là.
supporter là, l'achat ou l'allocation, en tout cas du moins d'acquérir ces trucs-là. Prochaine observation, un contexte où il y avait des OAD, mais ils n'étaient pas bien installés. Oui, ça c'est une autre réalité qu'on a observée, puis je pense qu'il faut réitérer ce point-là. Le tensiomètre va vraiment mesurer l'état hydrique du sol du mieux qui va être installé. C'est-à-dire que si on considère pas l'installation en fonction du système d'irrigation, le système racinaire, ben on peut avoir un tensiomètre qui mesure pas la réalité qu'on veut analyser, tu sais. Ça on l'a vu, des tensiomètres qui étaient trop profonds, des tensiomètres qui étaient trop loin d'un goutteur, du tube d'irrigation, tu sais, puis on est des fois dans des systèmes qu'on a des espacements quand même qui peuvent être éloignés. Dans la framboise, par exemple, en plein champ, ben on a des émetteurs qui sont pas nécessairement aux 20 cm. Fait qu'on a des émetteurs qui sont plus distants. Puis si on réalise pas que si notre tensiomètre est installé trop loin entre deux goutteurs qui sont espacés de 40 cm, exemple, ben dans un sol sableux, ben notre tensiomètre il aura pas la même réponse. Hein. Fait que si on n'a pas pris en compte de dire bon mais où mon goutteur quand j'installe mon tensiomètre, ben là ça va pas bien, tu sais. On peut avoir toute la bonne volonté du monde pour utiliser ces outils-là, mais d'avoir une bonne installation, c'est primordial, tu sais. Puis on l'a vu. Puis aussi, j'ajouterais dans certains sols, Daniel, Carl, on a installé des tensiomètres, puis c'est pas toujours facile d'avoir une bonne installation dans des sols qui sont rocheux, par exemple. Là, comment on fait pour avoir un bon contact entre le sol puis la bougie? Tu sais, c'est pas toujours un chemin. Des fois, ça peut être un parcours du combattant quasiment d'installer ces outils-là. Puis des fois, on dit bon, ben écoute, on pense qu'on l'a bien installé, mais finalement, c'est l'installation est critique. Faut toujours se questionner, puis peut-être des fois dire bon, mais est-ce que mon installation est encore bonne, est-ce qu'elle est encore valide? Tu sais, c'est aussi un défi là pour les producteurs d'avoir à jongler avec ça, avec ça là. Oui, puis aussi, moi, ce que je remarque, c'est qu'il faut être capable, faut être critique aussi, hein. Tu sais, peu importe, là, quand on a un outil à transmission sans fil, ça nous donne des belles courbes, on analyse ça, mais faut être capable de comprendre puis de se dire, je trouve que ça n'a pas de bon sens ce qu'il y a comme données, là, comme lecture. Là. Fait que soit que notre tensiomètre était pas bien installé, soit en raison de la profondeur, en raison de peut-être un espacement qui est trop important par rapport aux hauteurs. Fait que c'est ça. Il faut aussi être critique sur les mesures qu'on observe. Là. Fait que ça, c'est pas évident non plus. Puis comment on fait pour aussi considérer la variabilité à l'intérieur d'un champ, tu sais, on n'est pas nécessairement dans un substrat uniforme, tu sais, on est dans un contexte agricole avec des pentes, un système d'irrigation, un contexte de production, des changements de texture même à l'intérieur d'un champ. Si on n'a pas la possibilité de mettre 25 tensiomètres, tu sais, vous comprenez là où est-ce que je veux m'en aller, tu sais, si on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs appareils, comment on fait pour considérer cette variabilité-là, c'est aussi un défi là. Je te donne le crédit, Daniel, là-dessus, mais je dirais que ça prend une pelle pour installer un tensiomètre, parce qu'il faut aller voir sont où les racines, ils vont jusque où, aller voir ce qui se passe dans cette butte-là, puis je dirais qu'il faut aussi une roulette de tape, parce que dans un contexte avec du papier de plastique, il faut reboucher tout ça après. Mais c'est ce que j'avais ajouté là-dessus. Là. Ah oui, faut aller voir. Ouais. Pas lire les guides seulement. C'est même j'aurais envie peut-être d'introniser l'appel pas au Panthéon, mais dans la catégorie OAD. Oui, ça fait partie. OK, donc autre observation, la durée des irrigations était trop longue, puis ça a été surtout observé avec le goutte à goutte. Ouais, ça, puis on pourrait peut-être même inclure d'autres observations qu'on a vues, tu sais, on pourrait les résumer irrigation trop longue, irrigation trop courte, tu sais, l'irrigation qui est déclenchée au mauvais moment. Tous ces ensembles d'observations-là, c'est lié finalement à soit qu'on n'utilise pas on utilise tout simplement pas d'outils, ou on les utilise mal, sont mal installés. Fait que tu sais, ces outils-là nous permettent justement de venir peaufiner puis d'optimiser le moment de déclencher l'irrigation, tu sais, nos durées, tout ça. Fait que d'aller avec une régie d'irrigation sans outils, puis dire bon ben on va déclencher l'irrigation aujourd'hui, quelle durée. Tu sais, c'est pas évident pour les producteurs. Fait que j'ai l'impression que des fois, on a un peu encore la fameuse règle du pouce. On dit bon, ben on regarde la météo, on regarde les précipitations. Bon, ben
aujourd'hui, cette semaine, on a eu 20 mm, on a eu 25 mm. OK, ben je pense que l'irrigation, on la regarde pas cette semaine. On a eu assez de pluie. Hop, là, cette semaine, il n'y a pas eu de pluie, ça fait 3 jours. On a eu 10 mm. Ben là, je pense qu'il faudrait que je commence à penser irriguer. T'sais, on a encore ce réflexe-là, peut-être, pour certains, à aborder l'irrigation de cette façon-là. Fait que ça amène toutes sortes de problématiques qui sont liées à ces observations-là. T'sais, on va irriguer trop longtemps. On comprendra pas suffisamment le mouvement de l'eau parce que, tu sais, ces outils-là aussi, quand on joue avec ça, puis on les installe de différentes façons, on vient qu'à comprendre le système de production. Tu sais, on peut regarder notre sol sur une carte de texture pour dire OK, ben j'ai un loam sableux, ouais, mais il se comporte comment moi dans mon contexte, tu sais, fait que d'avoir ces outils-là, ça nous permet d'aller plus loin puis de comprendre l'eau, elle se rend jusqu'à quelle profondeur, si j'ai telle durée, ça se rend où, est-ce que ça se propage au niveau des épaules de ma butte. Fait que je pense que c'est l'avantage de jouer avec ces outils-là, c'est qu'avec le temps, les producteurs viennent avoir une compréhension fine de leur système de production, puis après ça, ils peuvent venir ajuster correctement, puis d'optimiser tout ça. Moi, je le vois un peu de cette façon-là. Prochaine observation, les problèmes observés lors de la fertigation. Quand on parle de fertigation, on pourrait parler, en fait, il faudrait parler d'irrigation. Fait que tout ce qu'on a dit précédemment, là, ça prend des OAD. Il faut que ces OAD-là soient bien installés, il faut qu'on ait une bonne durée, il faut déclencher au bon moment. Ben, c'est pas parce qu'on fertigue qu'il faut oublier tout ça, parce qu'en fait, on amène de l'eau. Fait que si on fertigue au mauvais moment, ben, ça se peut que finalement, on mette notre culture dans des conditions anaérobiques qui seront pas bonnes pour la culture. Donc, pour être capable de bien fertiguer, on peut pas bien fertiguer puis pas bien irriguer. C'est peut-être que je résumerais ça avec ces deux phrases-là. Puis on amène aussi une autre complexité parce que quand on va utiliser des engrais solubles, il y a des engrais qui sont compatibles ensemble, puis il y a des engrais qui vont précipiter puis qui seront pas compatibles ensemble. Ça, on a vu aussi cette problématique-là. Bon, on l'a pas vu souvent, mais on a vu un début de colmatage des émetteurs des systèmes d'irrigation. C'est sûr qu'on peut pas en être certain que c'est la cause est liée directement à une mauvaise fertigation. On a des hypothèses qui nous poussent à croire que c'est des fois des problèmes de fertigation ou de compatibilité d'engrais ou dans la régie, tu sais, comment on va après ça rincer le système pendant combien de temps. Est-ce qu'on a aussi bien considéré notre système d'irrigation? C'est quoi notre volume mort dans notre système? Ça prend combien de litres ou de mètres cubes pour purger le système? Donc, toute cette réflexion-là, parfois, est un peu, est rapidement, est pas faite chez le producteur. Puis, il y a des conséquences qui sont reliées à ça, là. Puis moi, quand on parle de fertigation, il y a une réalité que moi j'observe chez plusieurs entreprises, c'est que la personne qui s'occupe de la fertigation, ben elle le fait tel jour à une fréquence d'une semaine, par exemple. Et là, c'est dur, c'est très difficile pour les entreprises de déroger à ça. Et moi, quand j'ai à donner mon point de vue, je dis, ben, es-tu capable d'attendre une journée ou deux? Parce que là, le sol est déjà très humide. Tu vas non seulement amener des conditions anaérobiques à tes plants, mais le sol sera pas capable de retenir l'eau et non plus les fertilisants qui sont la plupart du temps des nitrates. Donc, on va travailler avec du nitrate de calcium, nitrate de magnésium, nitrate de potassium. Qui dit nitrate dit facilement, en tout cas, lessivable. Et si on arrive à irriguer au moment où est-ce que le sol ne peut pas le retenir, ben on peut avoir aussi des pertes de ces fertilisants-là. C'est à considérer, là. Prochaine observation, c'est une observation qu'on a faite en contexte hors sol avec des framboisiers en pot. Ben, on a observé des problèmes de lessivage. Je peux peut-être rajouter ces problèmes de lessivage-là, ben en fait pour voir si la conduite de l'irrigation est bien réalisée sous abri, ben c'est sûr qu'il faut avoir recours à des dalles de lessivage, par exemple. Fait que nous, on a dans ce projet-là, on avait installé ce genre de dispositif-là pour mesurer le lessivage. Ça, c'est un lessivage qui est souvent quotidien, mais on avait aussi installé d'autres outils pour essayer de voir les moments de la journée dans lesquels on va exercer ce lessivage-là. Puis ça c'est d'une grande importance pour que les besoins, dans le fond, que la période de lessivage ou la quantité de lessivage qui
qui va être la plus grande, ça va être dans la période de pointe. Donc, on a toujours l'espèce de notion de zénith. Donc, lorsque la culture va avoir les plus grands besoins en eau, c'est là qu'on va devoir exercer la plus grande proportion du lessivage de la journée. Fait qu'on a essayé de finement de regarder si on exerçait suffisamment de lessivage en période de pointe. Puis c'est surtout sur ce point-là qu'on a été capable de venir ajuster la régie d'irrigation, de proposer des pistes de réflexion pour l'optimiser. Justement, parce que quand on regardait globalement à l'intérieur d'une journée, ben on était toujours dans les paramètres qu'on recherchait. Tu sais, par exemple, pour une journée de beau temps, ben on visait entre 20 et 30% de lessivage, ben on le faisait. C'est juste que le moment où on distribuait ce lessivage-là, il était pas en période de pointe. Tu sais, on avait des fois du lessivage en fin de journée, puis en période de pointe, on avait très peu, ou même des fois, pour certaines journées, aucun lessivage en période de pointe. Fait que c'est lié à l'analyse fine au niveau quasiment horaire de dire ce lessivage-là. Oui, il peut peut-être être bon sur une base quotidienne, mais il est distribué comment? Fait que c'est vraiment là-dessus que les propositions ont axé, je dirais, là. Prochaine observation, le type de système d'irrigation utilisé n'est pas optimal. Ben, il me vient en tête ici un contexte où on avait des framboises ou des framboisiers en plein champ, qui avaient de l'autocueillette. Sûr que en fait, puis il y avait d'autres cultures aussi au travers de tout ça, là, mais en fait, le système utilisé, c'était un système par aspersion. C'est sûr que bon, mais ce système-là, la portée de ce système-là allait au-delà des cultures. Fait qu'il y avait les chemins de ferme, il y avait certaines sections qui étaient pas nécessairement en production là commerciale, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, il y avait eu comme correctif de proposer de se convertir, mais pas de se convertir, mais de convertir le système par aspersion vers un système par goutte à goutte. Peut-être pas faire le changement d'un coup, là, toujours y aller par étapes, mais en même temps, mais ça permettait on était dans un cas d'autocueillette, fait que le goutte à goutte, entre autres, permet de continuer là, le faire, en fait, d'irriguer puis de pouvoir continuer l'autocueillette. Ça permet aussi d'éviter justement d'arroser les chemins de ferme. Bon, c'est une autre gestion, le goutte à goutte. La conversion se fait pas là en claquant des doigts, mais il reste que c'était là selon nous là ça aurait pu être une avancée là pour l'entreprise. Je dirais qu'il y a aussi, tu sais, un contexte ou des limites aussi d'aspect sociologique. Tu sais, l'irrigation, c'est souvent réalisé sur l'entreprise par une personne qui a, on va dire, une expertise, puis qui est à l'aise à faire une certaine forme d'irrigation. Puis parfois, on peut être pris dans cette espèce de carcan, on va dire, sociologique qui est là. Puis tu sais, on peut pas nécessairement changer le contexte de l'entreprise. Puis des fois aussi, pour certaines entreprises, on peut quand même amener les points que oui, c'est vrai qu'un système par goutte à goutte pourrait être plus efficace, plus optimal pour l'entreprise, mais il y a quand même aussi de manière économique, des fois c'est difficile d'être capable de dire bon, mais j'ai déjà un système qui fonctionne, qui est installé. Pour moi, d'investir dans une conversion, des fois, pour certaines entreprises, ça peut être aussi difficile de le justifier économiquement. Quand parfois, ben, on le sait, notre réalité dans certaines productions, ben, la rentabilité, des fois, est pas parfaite, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, tu sais, qui est un frein, là, qui existe, là. Autre observation, des problèmes reliés au design du système d'irrigation. Oui, ça me rappelle justement, en tout cas vous l'avez observé, là, c'est ce que je comprends chez deux entreprises, mais oui, c'est une situation qu'on observe à l'occasion. Là, il faut bien comprendre que souvent le producteur va faire un plan par un distributeur d'équipement d'irrigation. Il va avoir un beau plan parfaitement réalisé pour lequel il y a une tubulure X, des conduites X aussi, puis des régulateurs de pression, des filtres qui sont adaptés à la superficie visée et à la culture visée. Puis ce qu'on observe, c'est qu'au fil des ans, souvent, le même équipement va demeurer, mais le champ va agrandir un peu sur la longueur, un peu sur la largeur, et là, on se ramasse avec des équipements qui ne sont plus adaptés au débit et qui correspondent pas du tout là aux besoins, et on va se ramasser avec des pressions à l'entrée du champ carrément qui sont inférieures à ce qu'on voulait avoir, là. C'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. En fait,
des problèmes liés justement à une perte de pression dans des tubulures, dans des conduites principales sous-dimensionnées. On a une pompe qui est capable de délivrer un certain débit, une certaine pression, puis bon, on a des conduites qui sont sous-dimensionnées. Fait que déjà, on se tire un peu dans le pied, comme tu dis, Daniel, à l'entrée du champ ou rendu dans le deuxième champ plus loin. On n'a même pas la pression requise au régulateur. Fait que déjà, on part avec une prise, tu sais. Puis là, après ça, c'est ça. Un mauvais régulateur qui respecte pas les débits du champ, superficie qui est trop grande. Puis aussi, une reconfiguration des fois qu'on voit aussi des lignes très très longues dans le goutte à goutte. Certains producteurs nous l'ont mentionné, puis c'est comme ils l'ont vécu. Initialement, ils installaient des lignes de goutte à goutte sur 4, 5, 600, 700 pieds de long, puis là, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes d'uniformité à cause que les gouttes à gouttes sont trop longs. Fait que de repenser l'entrée l'arrivée de l'eau au champ, est-ce qu'on arrive en plein milieu du champ, on arrive à l'extrémité. Fait que ça on l'a vu, chez certains. Fait que c'est vraiment, ça existe encore, là. Prochaine observation, le même système d'irrigation est utilisé pour des contextes de production qui ont des besoins en eau différents. Ouais, ça c'est dans le fond c'est un aspect du design qui, des fois c'est un détail mais qui peut faire quand même une différence. On a vu aussi des fois que les systèmes d'irrigation, on avait par exemple de la fraise en implantation, de la fraise en rang natté en production, puis sur le même système d'irrigation, sans valve, pouvant dans le fond segmenter l'irrigation d'un champ à l'autre. Donc comment on fait pour venir irriguer en fonction des besoins des cultures, si on a des cultures qui ont des besoins foncièrement différents. Donc juste l'ajout d'une valve ou venir segmenter le système d'irrigation, tout simplement, on vient être capable on peut intervenir de façon optimale. Prochaine observation, la durée d'une irrigation est ajustée avec le volume d'essence dans le réservoir de la pompe. Ça, c'est un point drôlement intéressant, là. Puis, ce que vous avez proposé à l'entreprise là, d'installer une minuterie pour l'arrêt automatique de la pompe, là, je trouve que c'est vraiment... c'est un bon pas. C'est un bon pas parce que on sait bien que si on ajuste en fonction du volume d'essence, c'est un peu à l'œil tout ça. Là. Oui. Le volume n'est pas toujours précis. Pas toujours constant. Ou sinon c'est une personne qui doit aller arrêter la pompe aussi. Puis ça demande de la main d'œuvre. Quand on essaie de convaincre nos entreprises de faire des irrigations fréquentes et plus courtes, ça implique d'aller fréquemment arrêter et partir la pompe. Là. Fait que, puis tu sais, c'est un moyen simple aussi de rajouter une petite minuterie qui va venir arrêter la pompe. Tu sais, la réalité de ces entreprises-là, quand ils réalisent l'irrigation, tu sais, ils ont souvent plusieurs cultures irriguées. Comme tu dis, Daniel, s'il faut qu'ils irriguent plusieurs fois par jour en plus. Fait qu'il faut qu'ils se déplacent des fois le champ qui est à 1 kilomètre de l'entreprise. Donc c'est un moyen pour faciliter aussi la vie des gens, puis que ça soit plus efficace, puis d'être capable d'avoir une certaine régularité. On déclenche une consigne donnée, mais on a une durée donnée. T'sais. La minuterie, elle va arrêter après 45 minutes. T'sais. Voilà, très bon ça. Super. Donc, prochaine observation, la crépine de la pompe repose directement au fond de l'étang et aspire des sédiments. Moi, j'ai un pan de mon enfance qui me revient en tête quand j'ai en fait l'entretien de la piscine hors terre était dans mes tâches que je devais accomplir chez mes parents. Bref, le principe est simple, c'est une balayeuse qui aspire l'eau, donc les sédiments qu'il y a dans le fond de la piscine. Donc, si on met la crépine directement dans le fond de l'étang, il va se passer la même chose. Fait qu'on va aspirer les sédiments qu'il y a dans le fond de l'étang. Puis ces sédiments-là, ils vont boucher le filtre. On a déjà vu, pas dans ce projet-ci, mais dans d'autres projets où on avait un compteur d'eau d'installer ou un débitmètre sur la pompe. On voyait qu'au fil d'irrigation, le débit, en fait, le débit qui passait dans le débitmètre diminuait constamment parce que le filtre, se colmatait là, de plus en plus. Donc, c'est quand même assez simple d'éviter ce problème-là là, en mettant un jeu là, de poids et de flotteur là, pour que la crépine, finalement, se maintienne là, à une distance suffisante là, du fond de l'étang. Donc, prochaine observation, la pente du champ augmente ou diminue la pression de l'eau dans le tube de goutte à goutte. En fait, c'est sûr que quand on regarde les systèmes par goutte à goutte, c'est sûr que si on va être uniforme, il faut avoir une uniformité de la pression à l'intérieur d'un champ. Puis c'est sûr que un élément, tu sais, qui peut engendrer des problématiques en termes d'uniformité, c'est nécessairement les pentes, c'en est un. Parce que si avec la gravité à l'intérieur d'une tubulure, on
augmenter la pression dans cette tubure-là. Fait que, un des correctifs qu'on peut faire, c'est d'utiliser une tubulure qui est partiellement compensatrice de pression, c'est-à-dire qu'il existe des tubes de goutte à goutte que le débit va être un petit peu plus constant, même si on exerce, même si la pression augmente dans le système. Fait qu'avec ce genre de système-là, ben on peut espérer d'être plus uniforme là à l'intérieur du champ, là, tu sais. Puis ça a été utilisé dans plusieurs essais, Daniel, à l'île d'Orléans, c'est un bon exemple. Il y a quand même des champs où on est en goutte à goutte, puis on a des fortes pentes. Puis il y a aussi l'aspect drainage aussi. Quand on est en bas des pentes, ben on a tout l'aspect l'eau du système qui vient drainer en bas de pente. Fait que la topographie puis les pentes, c'est dans le goutte à goutte, c'est un défi là, on va se le dire. Là. Ah oui. Ben tu sais, idéalement on utiliserait toujours des émetteurs compensateur de pression, mais c'est une question de coût là, qui fait que pour des cultures annuelles, ben il faut faire des choix là. Exact. Mais faut au moins considérer ce qui est possible de faire. Là. J'ajouterais peut-être que cette pente-là aussi, dépendamment aussi où le point de pompage est, mais une fois qu'on arrête le système, ben toute cette eau-là qui se draine va se drainer dans le bas du champ. Fait qu'on se ramasse quand même avec une zone qui risque aussi d'être surirriguée ou même surfertiguée si on fait de la fertigation. C'est pour ça que dans ce genre de système-là, souvent, on va mettre des valves qui vont venir arrêter, là, justement, là, pour empêcher que le système se draine complètement dans le réseau de tubulure. Puis aussi, il faut dire que il existe un phénomène, si on vient drainer une certaine quantité, il peut se créer un phénomène de succion à l'intérieur des tubulures, puis on peut aspirer des sédiments par justement l'aspect de succion. Là. Fait que ça, c'est un élément qui est peu connu, mais qui existe là. Autre observation qu'on a faite plus dans un contexte de culture sous abri, c'est l'irrigation qui est pilotée par une minuterie. Oui, ça, effectivement, on l'a vu dans un contexte, les contextes sous-abri. La régie d'irrigation, dans ce genre de système de production-là, il faut aller vers les automatisations, automatiser les irrigations. Puis bon, il existe des outils qui sont disponibles pour réaliser cette automatisation. La minuterie en est un. Par contre, il y a des avantages et inconvénients d'utiliser tous ces outils-là, mais aujourd'hui, on n'est plus à recommander ce genre d'outils-là pour automatiser les irrigations. On est vraiment ailleurs. On est vraiment plus à recommander souvent soit on appelle ça des systèmes hybrides avec un pyranomètre qui va piloter l'automatisation avec une validation, par exemple, comme un tensiomètre qui serait installé dans différentes sections. Fait que c'est sûr que d'avoir des systèmes qui sont gérés par minuterie, avec les journées changeantes entre des journées qui sont beau temps, qui sont nuageuses, des journées qui sont un peu entre les deux. Comment on va faire pour gérer le bon programme en fonction des conditions environnementales? Ben là, souvent on est en rattrapage parce qu'on va exercer une forme de lessivage quotidien. Ensuite de ça, on va le mesurer dans les dalles de lessivage. Mais on va dire, bon, mais OK, mon programme A de ma minuterie a engendré telle quantité de lessivage, puis ben selon la journée que j'ai eue, ben ça a pas donné le résultat que je voulais. Donc c'est très difficile parce qu'on est toujours à la remorque finalement de ce qui s'est passé dans la journée. Fait que très difficile de réaliser une automatisation à l'aide de ça. Puis aujourd'hui, avec le coût des systèmes de production que les producteurs investissent, l'installation des abris, 1 hectare d'abri, ça coûte très très cher. Fait que d'aller investir pour un système d'automatisation qui va être performant, qui va leur donner le maximum de retour sur investissement, ben je pense que ça fait tout son sens. Ah oui, puis tu sais, un pyranomètre, là, souvent les gens ils vont reprocher à certains outils de demander de l'entretien, de pas durer longtemps, mais un pyranomètre, là, c'est 0 entretien. Là, puis la durée de vie de ça, c'est énorme. Elle est longue, c'est ça. Donc, exactement. Tu sais, en tout cas, moi, pour les gens qui commencent à cultiver sous abri, là, passez-vous pas de ça, un pyranomètre, là, tant qu'à moi, là. Peut-être s'assurer une fois de temps en temps de voir qu'il n'y a pas peut-être de la poussière ou des oiseaux qui ont visité le pyranomètre. Ouais. C'est un minimum. Oui. OK, donc prochaine observation, la pression d'opération gicleur est trop élevée, ce qui diminue la taille des gouttelettes et favorise la dérive.
La difficulté avec ces genres de systèmes-là, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas de régulateur de pression à l'entrée de mon gicleur, à la sortie de mon gicleur. C'est des systèmes qui sont souvent sans régulateur. Puis c'est souvent des systèmes aussi qui sont qui sont segmentés, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sections de la ferme, puis on dit bon, mais on va ouvrir une valve. Fait que là, on peut, par exemple, irriguer avec 3 lignes, 50 gicleurs. Après ça, bon, ben, on fait une irrigation, on change notre zone. Puis là, ben, on va avoir, exemple, la moitié moins de gicleurs ou plus de gicleurs. Fait que la demande en débit va être changeante en fonction des zones que je vais irriguer. Fait qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Puis après ça, ben on parle souvent de pompes, soit des pompes PTO qui sont ajustées avec la vitesse de révolution du tracteur. Donc il y a un peu d'essais-erreurs là-dedans. Puis on a moins de systèmes qui viennent réguler un peu ou compenser les erreurs qu'on peut faire. Puis tu sais, l'impact d'avoir une trop grande pression est importante sur l'uniformité. Ça va pas se comporter de la même façon si on a une pression de 95 PSI au gicleur que si on est à 50 comme le manufacturier le recommande. Ouais, c'est ça. Faut vraiment vérifier d'un, c'est quoi ce que le fabricant recommande. Puis de deux, ben, tu sais, il y a un outil qui est quand même peu dispendieux là, qui est le tube de pitot. Muni d'un manomètre, on peut faire des mesures, tu sais, rapides au champ, en faire quelques-unes. Au moins, on a une bonne idée de l'uniformité, puis voir si on respecte aussi les pressions recommandées par le fabricant. Là. Puis plus on va aller vers des hautes pressions, souvent l'impact du vent, parce que souvent on irrigue par aspersion, on essaie de trouver les meilleures conditions possibles, mais des fois on irrigue dans des conditions, on va dire, pas optimales. Puis plus on va avoir une pression élevée au gicleur, ben plus on va créer de dérives aussi. Là, on va créer de la fine gouttelette, puis on va pas améliorer l'uniformité de nos systèmes dans ces cas-là. Non, puis plus tu opères à des pressions élevées aussi, souvent, si c'est inutile, imagine, ça veut dire que c'est une dépense en carburant, souvent, qui est inutile aussi. Là. Ouais. Voilà, donc la prochaine observation, la portée du système déborde des limites du champ. Par exemple, les chemins de ferme sont arrosés. C'est un constat qui est facile à faire parce que, bon, j'apprends un système par aspersion, quand c'est en fonction, c'est assez facile de voir la portée des gicleurs. Ces gicleurs-là sont installés souvent sur des lignes d'aluminium qu'on appelle, donc les lignes qui vont être de chaque côté du champ, ou les premières lignes, si on veut, souvent, ben, le gicleur qui fait une révolution à 360 degrés, ben, il y a une partie de cette eau-là qui peut atteindre les chemins de ferme. Donc, il existe, en fait, c'est un problème qui est assez facile à régler parce qu'il existe des adapteurs ou on peut contraindre le gicleur au lieu de faire une course à 360 degrés, ben en fait ça peut se limiter à 90 à 180. Donc on peut finalement aménager la portée de nos gicleurs en fonction là, des limites du champ qui est irrigué. Super, merci Carl. Prochaine observation, il y a différents modèles de gicleurs sur un même système d'irrigation. Ben, ça c'est un élément qui est quand même assez simple aussi à régler. On peut s'imaginer une ligne d'irrigation avec 20 gicleurs, puis parmi ces 20 gicleurs-là, ben on a 2-3 gicleurs qui, c'est pas le même modèle, c'est pas la même grosseur de buse, ou des fois même l'installation, la hauteur d'installation est différente. Fait que tout simplement faire attention d'utiliser des fois c'est même juste parfois les producteurs ont quelques modèles de gicleurs, puis bon, il y en a juste certains qui ont été mélangés. Fait que tout simplement de faire attention d'utiliser les mêmes spécifications là sur une même ligne, exemple. Autre observation, le sol exerce une pression sur le tube de goutte à goutte qui empêche le système de se charger complètement. Oui, ça c'est des choses que, en fait, j'ai pas observé cette problématique-là parce qu'on était au courant là quand on a commencé entre autres à travailler avec c'était du rang noté à ce moment-là. On avait mis quand même le goutte à goutte assez profond là, qui était à ce moment-là, je vous dirais, un bon 4 pouces dans le sol. Et on s'était bien fait dire que de pas retarder avant de le mettre en fonction parce que au fil des jours, le sol va se taper, va venir dur, puis il va empêcher justement le tube de se gonfler. Puis ça, on le voyait bien, là, puis c'était... je m'en souviens très très bien quand on l'avait essayé dans le rang naté, donc on a parti le système rapidement, puis on voyait
parfaitement le sol se craqueler au-dessus du goutte à goutte, là. On voyait que il avait besoin de prendre sa place, là. Mais on peut le voir aussi lorsqu'on va l'enfouir dans des systèmes avec paillis plastique, par exemple. Là, si on le met à 2-3 pouces de profondeur, on peut avoir le même problème, là. C'est-à-dire que si on veut pas avoir cette situation-là, ben faut quand même pas trop retarder pour charger notre système, pour que le tube puisse par la suite être capable de prendre sa place, là, si on veut. Donc, dernière observation de la liste, le volume de stockage, les étangs dans ce cas-ci, est insuffisant pour répondre aux besoins en eau d'un champ. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cet élément-là? Tout simplement, quand on veut se lancer en irrigation, puis on veut irriguer nos cultures, ben je pense qu'il faut quand même bien calculer c'est quoi le besoin en eau, de quelle quantité d'eau on va avoir de besoin. Tu sais, est-ce qu'on va faire de l'irrigation juste contre le stress hydrique en saison? Est-ce qu'on a de la protection contre le gel à faire avec de l'aspersion? Donc, quel volume d'eau je vais avoir besoin de faire pour avoir un bon design, un bon dimensionnement de mes approvisionnements en eau. Cette observation-là était dans ce contexte-là où cette réflexion-là sur les besoins en eau des cultures avait pas été encore poursuivie jusqu'au bout, je dirais, là. Ça me fait penser aussi, souvent il y a des échanges de terrain, des locations. Oui. Et moi, un conseil que je pourrais donner, c'est allez donc vérifier, voir le volume réel de l'étang qui est sur le nouveau site sur lequel vous allez opérer, parce que pas plus tard que cette année, moi j'ai un producteur qui a eu la surprise là d'avoir un étang qui était beaucoup moins profond que ce que le locateur indiquait, là. Ça fait une bonne différence sur le volume. Ça fait une bonne différence. Fait que oui, assurez-vous que les volumes sont ceux prévus. Ouais. Donc, ça fait le tour de nos observations. Merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.